Le chercheur aussi, le travail ethnographique, et vous devez bien le savoir, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui joue avec le temps. Et c'est vrai que c'est pour ça que toutes les recherches que j'ai faites ont duré du temps. Effectivement, on n'a pas l'exotisme pour peut-être pour nous servir aussi facilement que d'autres chercheurs. Donc on prend son temps. Mais en prenant son temps, effectivement, on finit par avoir avec nos interlocuteurs à tisser avec eux des liens très, très particuliers, des liens amicaux souvent, et on finit par apprendre beaucoup de choses sur eux. Et c'est effectivement, c'est ce qu'on cherche. On cherche à mieux comprendre, à mieux savoir, et on les interroge sur leur intimité, sur comment ils ont rencontré leur mari, et pourquoi, pourquoi ils sont fâchés avec membre de la famille, qu'est-ce qui s'est passé. Donc toutes les histoires de famille nous intéressent, bien entendu, et elles nous apprennent beaucoup de choses. Mais en même temps, après, quand on va restituer, enfin, écrire nos travaux, les publier, eh bien, il est évident que se pose la question des limites de ce que l'on peut écrire, de ce qu'on peut restituer, de ce que l'on a appris. Et c'est effectivement très difficile, et souvent c'est ce qui aussi fait que les rapports ensuite avec les interlocuteurs de terrain sont difficiles, parce que l'ethnologue, lui, il va mettre en relation ce qu'il a appris avec ce qu'il a appris dans telle famille avec ce qu'il a appris dans une autre famille, ce qu'il a appris au travers des archives, ce qu'il a appris au travers d'autres sources de connaissances. Il va mettre tout ça en relation, et il va restituer sa propre analyse, qui n'est pas du tout celle que l'interlocuteur qui lui a donné les premiers renseignements pensait lui avoir dit. Donc, effectivement, aussitôt va se mettre en place quelque chose qui est mais pourquoi vous avez raconté tout ça, vous n'avez rien compris, je ne vous ai pas dit ça, etc. Et ce qui va ajouter un certain nombre de problèmes dans le fait de pouvoir après restituer nos travaux sur le terrain. Mais c'est effectivement le sort de travailler dans sa propre société, c'est que en quelque sorte nos interlocuteurs lisent par-dessus notre épaule ce qu'on est en train d'écrire sur eux. Mais que faire? Ça fait partie des problèmes du travail ethnographique. Est-ce que pour autant il faut faire autrement? On peut essayer. Enfin, il y a des choses. Effectivement, moi, j'ai appris des choses sur le terrain que je n'ai jamais racontées, jamais publiées en tous les cas, parce que ça n'apportait rien. Ça n'apportait rien de plus à ce que je pouvais analyser ou théoriser autrement avec d'autres documents. Donc il y a là effectivement un choix qui se fait entre ce qui est de ce qu'on vous a raconté directement et de ce que vous avez pu reconstituer au travers d'autres sources de connaissances. Donc il y a cette limite-là. Et puis après, il y a d'autres aspects intéressants qui est ses propres traces qu'on laisse au travers des archives qu'on a accumulées sur ces terrains. Et ces archives sont
ont été pour moi une source d'interrogation, je dois dire. Est-ce qu'il faut laisser, à qui elles appartiennent d'abord? Est-ce qu'elles appartiennent aux chercheurs? Est-ce qu'elles appartiennent à l'institution qui vous a, en quelque sorte, offert l'opportunité d'aller faire ces travaux? À qui les laisser? Est-ce que il faut les laisser dans les institutions locales ou dans les institutions scientifiques où vous avez travaillé? Enfin, il y a tout un ensemble d'interrogations qui se sont tout d'un coup, alors que on n'y pensait pas au début, lorsqu'on a commencé à travailler, on n'avait pas ce qu'on appelle une sorte d'idée de la façon dont on allait garder ces archives. On savait qu'on faisait ces travaux, mais on pensait qu'au fond, ils nous appartenaient, ces traces que l'on était en train de collecter et à partir desquels on allait faire nos écrits officiels édités. Et puis, au bout d'un certain temps, s'est mis en place une réflexion au sein des chercheurs qui est il faut laisser ces archives, il faut laisser effectivement des traces de soi. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser comme traces de soi? Parce que quand on est sur le terrain, bien sûr, on accumule les données, mais aussi on écrit pour soi. On a un journal de terrain qu'on écrit au jour le jour ou quand on a envie. On est sollicité et puis ou bien on est pris par d'autres problèmes. C'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on est en dehors de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Donc on peut, au fond, étant donné qu'on est là dans la solitude du travail, écrire beaucoup sur son journal de terrain, beaucoup plus que ce qui est simplement les données de base de ce qu'on fait pour recueillir des sources de connaissances. Alors, mais sur le moment, on pense que ces journaux de terrain, ils nous appartiennent et que personne d'autre que nous les liront. Et puis, après, est-ce qu'ils font partie des archives, des entretiens directs qu'on a fait et qu'on a enregistrés sur magnétophone et qu'on leur restitue, ou les notes qu'on a prises dans tel ouvrage ou dans telles archives, etc. Ça, oui, ce sont les archives vraiment de fond qui attestent qu'on a bien été là et qu'on a bien enregistré ces données-là, dont on va se servir ensuite pour mettre en place nos analyses et nos théories. Mais tout ce qui est autour de ça, de toute de ce que Foucault appelle un peu le brouillard de l'œuvre, en quelque sorte, tout ce qui est autour de toutes ces données-là, est-ce qu'il faut les laisser? Est-ce qu'il faut les donner? Et c'est une réflexion que j'ai eue sur, au fond, les limites de l'intimité du chercheur. Jusqu'où aller? Jusqu'où se raconter? Jusqu'où faut-il parler de soi au travers des autres, ces autres qui sont vos interlocuteurs de terrain? Et j'avoue que j'ai une position peut-être un peu différente de ce qui est, de ce que beaucoup d'autres chercheurs ont eu. Il y a un certain nombre de mes collègues qui ont publié leur journal de terrain. C'était une sorte de, peut-être, de façon de parler de... je ne parle pas du deuxième livre dont parle Debanne, de faire ce deuxième livre qu'écrivent certains nombres d'anthropologues comme Lévi-Strauss qui a écrit Tristotropique ou L'Afrique ambiguë ou Léris, etc. Non, ça c'est quand même autre chose. C'est vraiment une réflexion sur le travail de terrain. Mais beaucoup d'autres ont publié au fond, au jour le jour, leur journal de terrain
pour montrer qu'est-ce qui se passait, comment est-ce que ces façons dont ils étaient, dont ils vivaient au jour le jour sur le terrain pouvaient embrayer sur la compréhension ou sur leur propre compréhension à eux-mêmes. Et on finit par en apprendre plus sur le chercheur que sur les interlocuteurs de terrain. Alors pour ma part, j'ai décidé que je ne donnerai pas aux archives mes journaux de terrain, ce qui est une attitude différente que j'ai eue quand j'ai eu à donner les archives sur Minot, parce que Minot, on était 4. Et on a écrit aussi un journal de terrain, mais c'était très factuel. C'était, au fond, notre journal de terrain était presque un agenda. On disait au jour le jour ce qu'on avait fait, ce qui s'était passé, qui on avait vu, qui on n'avait pas pu voir, etc. Mais on ne s'est jamais épanché dans ce journal sur nos propres disons, impressions personnelles, sur les dissensions qu'on a pu avoir entre nous, ou au contraire, nos préférences personnelles, des tas de choses comme ça. Dans ce journal, non, là, peut-être parce qu'on était toutes les 4 et qu'on se voyait aussi bien à Paris, puisqu'on travaillait toutes les 4 dans le même laboratoire, donc on partageait le même espace, le même bureau en quelque sorte, et qu'on pouvait se parler tout le temps, et qu'on était sur le terrain, pas toujours toutes les 4, mais qu'on se parlait tout le temps, et que donc on n'a pas eu besoin, sur le journal de terrain, d'en rajouter, puisqu'on se parlait tout le temps. Donc là, ce journal de terrain, je l'ai laissé dans les archives, parce qu'il n'y avait rien de personnel, il n'y avait rien d'intime de ce qui s'est passé entre nous 4. Par contre, mon journal de terrain, quand j'étais seule à La Hague, là où justement j'avais le temps et surtout la solitude et où je me désespérais de ne pas comprendre, de ne pas arriver au bout de ce que je cherchais parce que même le sens même de mon travail de terrain m'échappait un peu. Je me dis, mais est-ce que je cherche bien? Est-ce que... bon, mais tout ça n'a vraiment aucune importance. Je me dis que c'est courant parmi nous et que peu importe, au fond, c'est le résultat qui compte. Et le résultat, c'est ce qui était édité, c'est les ouvrages que tout un chacun peut critiquer après tout. Mais voilà, c'est ça que je laisse, c'est ça que les lecteurs critiquent et que les futurs anthropologues ou les historiens de la discipline ont à leur disposition pour comprendre, surtout que à partir de justement en retrouvant ces archives, j'ai pu contextualiser les archives que j'ai données. C'est là où j'ai, par exemple, pu mettre en avant la façon collective et, je veux dire, communale, en quelque sorte, qu'on a eu de travailler à Minot. Comment est-ce qu'on a mis tout en commun, ce qui effectivement n'était pas très perçu ni connu par la discipline. Mais voilà, ça m'a apparu important de l'écrire et de travailler là-dessus et de montrer comment Minot s'était écrit entre nous 4 et de quelle façon ça s'était écrit. Donc la contextualisation, oui, des archives est, je crois, très importante. Par contre, si cette réflexivité doit être beaucoup plus, disons, personnelle, intime, oui, bon, je ne suis pas très en accord avec ça. Je pense que chacun d'entre nous, effectivement, choisit ses objets d'étude, bien sûr, en fonction soit de son origine sociale ou tout au moins de son
parcours social, que effectivement, si j'ai travaillé tellement sur la parenté, c'est parce que je n'ai pas eu le loisir d'interroger mes parents, ou parce que justement je n'ai pas su moi-même reconstituer ces généalogies que je m'efforçais de reconstituer avec mes interlocuteurs de terrain. Bon, et c'est très, très personnel, et ça n'apprend rien sur la façon dont j'ai pu restituer ensuite ces parentés normandes pour mieux comprendre le jeu des parentés dans notre société actuelle. Voilà, donc il me semble qu'il y a des limites à la réflexivité, il y a des limites à l'exposition de soi au travers les autres que sont nos interlocuteurs de terrain. C'est eux qui sont importants, c'est pas nous. Et c'est peut-être ce parti pris qui fait que ben voilà, j'ai retiré de mes archives un certain nombre de données, d'écrits, de paperoles, comme redit Proust, parce que j'estimais que ça n'avait pas d'intérêt, et que ce qui est important, c'est ce que j'ai pu apporter sur la connaissance de cette région et sur la façon dont les gens y vivent aujourd'hui et ce qui s'y passe actuellement. Donc oui, c'est un problème de laisser ces archives et de les contextualiser aussi. C'est vrai que c'est une forme tout à fait particulière. Il faut dire aussi que les archives qu'on a rencontrées, particulièrement par exemple à Minot, on a eu la chance à Minot de retrouver non seulement des archives à la mairie qui étaient très importantes, qui étaient toujours là depuis la Révolution, et surtout avec un certain nombre de sortes de monographies qui avaient été faites par les instituteurs du village, par le curé du village. Donc on avait des strates historiques extrêmement importantes dans ces archives déjà à consulter et à comprendre et à intégrer dans nos travaux. Et puis aussi, on a eu la chance que quelqu'un nous donne des photos, des photos sur plaques de verre qui avaient été prises par le menuisier du village à l'époque, et qui était passionné de photos et qui avait photographié tout ce qui se passait dans le village, les processions, les gens du village, les rituels, les communions, les mariages, etc. Et on nous a donné ces photos en disant « Tiens, je voulais les jeter, mais puisque vous êtes là, vous n'avez qu'à les prendre. » Et donc, on a fait tirer ces photos. Et à partir de ces photos, on a fait parler les gens de Minot. Et c'est comme ça que aussi c'est enrichi disons, nos conversations, nos échanges avec les interlocuteurs, avec nos informateurs à Minot. Et à partir de là, si vous voulez, eux, ils voyaient ces photos de 1900 et ils nous disaient « Ah ben oui, ben voilà, maintenant… » Le frère d'un tel qui était là, ou les enfants de ceux que vous voyez sur ces photos, moi je les ai dans mes propres photos, puisque c'était des parents à moi, etc. Donc c'est comme ça qu'après on a pu faire une exposition à Minot à partir des photos de 1900 jusqu'aux photos qu'on avait prises nous-mêmes presque 100 ans après, et qu'on a fait 100 ans de photos sur Minot, et qu'on a vu les gens de Minot se regarder
en voyant ces photos et nous raconter comment ils se regardaient et nous racontaient leur mémoire au travers de toutes ces photos. Donc voilà comment, si vous voulez, je trouve que c'est plus important de laisser toutes ces traces et toute cette contextualisation de ces traces-là plutôt que de dire si on a travaillé là-dessus, voilà, c'est parce que personnellement ça m'intéressait. Oui, bon, c'est un peu ces façons dont peut-être j'ai eu de donner des limites à ce que le chercheur peut raconter sur lui-même.